Allez. Bon. Une, Dos, tres, cuatro, clap. Alors moi, je vais parler de quelque chose qui, d'habitude, n'a aucun rapport avec le progrès, c'est-à-dire la traduction. On n'a pas l'habitude de traiter traduction et progrès en même temps. Et je vais me baser, du coup, pour mon intervention sur un livre que j'ai lu hier, avant-hier, Traduction et violence, de Tiffaine Samoyo. C'était une lecture très très frustrante. C'était vraiment hyper frustrant pour moi, parce qu'à chaque page, elle emploie au moins un ou deux auteurs. Donc il faut avoir tout lu pour la comprendre. Donc c'est à la fois très foisonnant et très elliptique dans la mesure où elle utilise des notions qu'elle ne définit pas forcément, comme la traduction au sens large, qui est un concept de bonne foi à l'origine, mais donc qu'elle explique en 2 lignes, alors qu'à l'origine c'est quand même tout un article, donc elle définit ça. Donc c'était très frustrant parce que c'était effectivement, elle passait comme ça. En plus, elle évoque des thématiques très importantes, traduction des communautés, traduction des violences même, traduction et procréation, et chacune en 5 pages. Donc c'est vraiment hyper frustrant. Mais c'était quand même très intéressant et je vais essayer de proposer des pistes de lecture, donc du progrès en traduction et la traduction en tant que progrès, à partir de ce livre. Donc du coup, d'abord, je vais essayer de vous résumer vaguement ce que moi j'ai retenu du livre, en tout cas. C'est d'abord le fait qu'en toute traduction, il y a de la négativité. Il y a de la violence, évidemment. C'est de la violence à la fois faite au texte, aussi bien au texte d'origine, dont on ne peut pas vraiment rendre toute la portée, tout le sens, tout le son, tout le rythme, comme au texte d'arrivée, qui est forcément du coup imparfait, soit qui sonne pas très bien, soit qui a un sens incomplet, et donc on n'est pas content dans les 2 cas. Et là, elle le dit très bien, d'ailleurs, dans la fin de son livre, le rêve mimétique de la traduction. Et elle donne vraiment les 2 aspects totalement dissymétriques, ou symétriques au contraire. C'est-à-dire que, par exemple, elle propose la traduction de François le Lyonnais du vers de Keats. Je vois Emmanuel qui hoche la tête. Donc oui, c'est connu. C'est un singe débeauté est une joie pour l'hiver, qui en fait est la traduction de A thing of beauty is a joy forever. Donc du coup, c'est pas du tout une traduction. C'est juste une traduction du son, qui part du principe que le son est plus important que le son en traduction. Donc du coup, ça nous pose déjà une base qui est de dire à quoi est-ce qu'on est fidèle dans la traduction. Quelle est l'éthique du traducteur? Est-ce qu'on est fidèle au son d'origine? Est-ce qu'on est fidèle au sens d'origine? Est-ce qu'on est fidèle à l'auteur ou au lecteur? Enfin, ça ouvre déjà tout un champ de possibles, du coup, dans lequel il y a un progrès, une progression possible à chaque fois. Et donc, bon, il y a aussi une violence faite à la langue, de fait, la langue d'arrivée ou la langue de départ. La langue d'arrivée, si on veut faire craquer la langue, c'est-à-dire que si on considère que chaque traduction doit être un progrès pour la langue d'arrivée, comme chaque texte d'origine était un progrès pour la langue d'origine, il faut faire craquer la langue, donc la rendre, la langue étrangère, à nouveau, à tous ceux qui lisent le texte en langue d'arrivée. Du coup, j'anticipe un peu sur ce que je vais dire plus tard. Et donc, du coup, très concrètement, en fait, c'est adapter une langue exactement comme on exerce sa langue, en fait, à prononcer une langue étrangère. Pour moi, qui ai commencé à apprendre l'arabe, je vous assure que c'est galère de rendre les A et les K. Parce que c'est des sons qu'on n'a pas l'habitude de prononcer, et donc qui vont rentrer quand même en français parce que, et si moi j'apprends l'arabe, c'est pour la prononcer aussi, la langue. Et donc, du coup, c'est aussi pour permettre à cette langue de perméabiliser la mienne, si on veut. Et donc, du coup, c'est un peu ce qu'elle considère que la traduction devrait faire,
c'est-à-dire perméabiliser notre langue à toutes les autres langues. Et du coup, c'est aussi une violence exercée à l'encontre de la culture, parce que simplement une culture d'arrivée ne pourra jamais comprendre un signifié de la même manière que la culture d'origine. Elle donne l'exemple du As de Michel Vinaver dans sa traduction de 9/11. Michel Vinaver, il était chef d'entreprise, je crois, et puis après il s'est découvert une vocation d'auteur, donc il a été auteur. Et il a écrit en anglais et il s'est auto-traduit en français. Et donc du coup, sa traduction en français, simplement, elle garde de l'anglais, parce que pour traduire un livre du 11 septembre, sur le 11 septembre, il a voulu garder le US, qui peut se lire aussi US, et donc du coup qui n'est pas traduisible en ça. C'est un des points aveugles, un des intraduisibles vraiment. Là, on peut se creuser autant qu'on veut. Je pense pas qu'on trouve aussi synthétiquement un rapport quelconque. Donc du coup, c'est un livre assez étrange qui finit quand même par la phrase, je vais vous la dire, la traduction doit se résigner à ne pas tout comprendre, à ne pas vouloir de force rendre clair. Donc voilà, fin de livre, fin de traduction, genre tout ce qu'on veut. Et donc traduction, pas de progrès possible. En vrai, là, c'est vraiment une aporie totale, c'est-à-dire qu'une traduction, ça peut progresser du point de vue de la compréhension, du point de vue du contresens. On peut faire moins de contresens, éventuellement. On peut bien comprendre un texte et bien le rendre, mais il y a un point auquel le progrès est impossible. Et il y a juste diverses possibilités, ce qu'elle appelle la zone d'imprévisibilité du texte, qui est donc le choix du traducteur, quelque part, et toutes les traductions se valent donc plus ou moins pour faire ça. Et du coup, c'est un livre qui est à la fois de la poudre aux yeux et du grain à moudre. J'aime bien voilà. J'aime bien ça de côté. Donc du coup, ça propose plein de pistes et ça n'en explore vraiment tout à fait absolument aucune. C'est-à-dire que c'est l'antithèse de la progression et son livre cherche à démontrer ce qu'elle dit à la page 1. En gros, la traduction est un alphabétisement, la traduction est une violence. Et du coup, c'est assez intéressant quand même de se plonger là-dedans à chaque fois pour récupérer ce qu'on veut dire et être plus précise qu'elle, en quelque sorte, de définir les termes du sujet. Le progrès, donc qu'est-ce que le progrès ? Et surtout deux questions principales que je voudrais poser à la traduction. D'abord, y a-t-il une possibilité d'améliorer une traduction ? La réponse va être évidemment oui. C'est spoiler alerte. Et enfin, la traduction est-elle un progrès par rapport à l'œuvre originale ? Qui me semble être une question très intéressante aussi. Donc la possibilité d'améliorer une traduction, oui, on en a parlé parce que la traduction artificielle, elle le montre clairement, mais toutes les questions qui sont afférentes, la traduction artificielle va-t-elle remplacer la traduction humaine ? Grande question, à laquelle on peut répondre non, ou non, pas avant un certain temps. Parce que elle dit au début que la traduction artificielle, en fait, elle replace le traducteur en position uniquement de correcteur, de vérificateur, alors qu'au contraire, j'ai l'impression que la traduction artificielle, aujourd'hui, si vous lui donnez un texte, elle vous le donnera à peu près très exactement traduit, et en tout cas, il n'y aura pas de faute de syntaxe, ni de faute en général si vous faites français-anglais, ni trop de fautes de contresens. Vraiment, ce qui va manquer, c'est le style, et donc c'est vraiment l'apport du traducteur qui se révèle. C'est vraiment genre, qu'est-ce que le traducteur peut apporter à une traduction. Sinon, il y a eu des progrès, évidemment, de la traduction artificielle, parce que je me souviens de cette fois où ma mère s'est retrouvée avec un texte devant elle qui parlait d'une dinde, alors qu'elle était certaine que le texte d'origine qu'elle avait mis parlait de la Turquie.
Voilà. Donc du coup, très clairement, dinde se disant turkey, et la Turquie aussi, bah du coup, ma mère avait eu un texte sur la dinde. Donc du coup, la dinde dirigée par Kemal Atatürk. Attends, ok. C'était une dinde patriotique. Donc bref, la dernière fois aussi, vous pouvez vous rappeler, pour les gens qui étaient déjà là, j'avais donné une traduction de Heart of Darkness, qui était vraiment pourrie, qui était un premier jet, beaucoup plus qu'une volonté d'étrangériser la traduction pour rendre le texte origine, pour rendre toutes les tranchées du texte. Non, c'était juste une mauvaise traduction. Donc, je pense qu'on peut améliorer effectivement une traduction ponctuelle, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt comme question, on va dire, que dire est-ce qu'on peut améliorer la traduction, t'es là genre bah oui et non, et voilà, fin du sujet. Maintenant, est-ce que la traduction est un progrès par rapport à l'œuvre d'origine? Ça me semble être une question plus intéressante, parce que instinctivement, qu'est-ce que vous diriez d'ailleurs, instinctivement? Pour vous, est-ce qu'une traduction est un progrès? Je connais un auteur qui a écrit un livre en russe et qui trouve que la traduction italienne est meilleure que l'original. Voilà. C'est marrant, c'est qui l'auteur? C'est un livre de maths. Ok, d'accord, mais c'est... Mais bon, il y a aussi l'exemple célèbre d'un roman coréen qui a eu un prix de Booker Prize dans la traduction américaine. Et on s'est aperçu que la traductrice américaine a beaucoup amélioré le bouquin. Oui, je connais cette histoire en plus. Et que du coup, effectivement, les Coréens s'étaient jetés sur le texte pour découvrir qu'en fait, c'était pas top en traduction, en version originale. Et donc, du coup, il n'y avait que la traduction qui était vraiment fantastique. Après, il y a aussi, je sais pas, Baudelaire qui va traduire Edgar Allan Poe. Et cette traduction-là, même si elle n'est pas fidèle, elle va rester parce que on considère que c'est une traduction, poétique, enrichie par son texte. Voilà, les traductions littéraires, Nerval qui a traduit Faust, il y a les Goethe. Donc, ces deux œuvres, on sait que la traduction devient une œuvre, mais dans ce cas-là, je ne sais pas si on va parler de progrès, parce que, en fait, c'est juste un écrivain qui a recréé une œuvre à partir d'une œuvre déjà existante et déjà sanctuarisée. Oui, bah là, on peut pas parler de progrès, je suppose, un genre de sens linéairement. Effectivement, cette traduction est un progrès dans la mesure où elle reflète mieux la société de son temps et la société française que le texte original en anglais, qui du coup reflétait, quant à lui, la société anglaise du temps de Poe, etc. Enfin, même s'ils sont contemporains quasiment. Ok, mais très bien. Ouais. Quelqu'un d'autre sur la... Comme ça de Dostoïevski, apparemment, les traductions qui sont faites de lui utilisent une langue hyper châtiée, là où lui, en fait, il écrivait comme un bourrin. Moi, j'avais un exemple en tête, c'était pour Dostoïevski, dans le texte russe, il y avait il restait à 2 heures dans le boudoir, et du coup, en français, c'était passé bien séant, c'était début du XXe siècle, et c'était 1 heure dans la chambre à coucher. Et du coup, il fallait écouter la durée de l'acte, et il était dans une pièce qui était plus convenable. Là, bon. Ouais, ça, je considère du coup un progrès, c'est justement la prise de conscience qui maintenant est du monde là, j'ai l'impression que la traduction n'est pas une traduction objective comme on pourrait le penser au 18e, on va voir après, mais en fait une réécriture d'un texte, ce que tu nous as dit. Et la prise de conscience de ça, déjà pour moi c'est un progrès. Mais c'est récent parce que en fait, au départ, les traductions, c'était pas n'importe quoi, mais si on prend par exemple l'Iliade de l'Odyssée traduit au 17e, ça n'a plus rien à voir, mais tout le monde le sait, et c'est pas grave. Non, parce c'est une adaptation, effectivement. C'est ça, c'est une forme d'adaptation, de réécriture en fait. Mais qui le ça? Ouais. Ah oui, en fait, oui, c'est-à-dire que c'est une sorte d'exercice en fait, comment dire, littéraire, mais c'est pas vraiment une traduction en tant que telle. Franchement, la traduction en termes d'exigence telle qu'on peut la penser aujourd'hui, c'est vraiment, je pense, vraiment au XXe siècle. Ouais, et ça c'est vraiment quelque chose aussi que je voulais aborder, c'est-à-dire que tous les gens qu'elle cite, à part précisément une incursion au XIXe siècle pour citer Baudelaire, traducteur de Poe, ça va être des auteurs du XXe siècle. C'est-à-dire que la traduction est une discipline qui s'est formée au XXe siècle, vraiment. Et avant, on n'a plus parlé de traduction, mais c'était beaucoup plus des adaptations, parce qu'effectivement, on peut penser qu'on connaissait moins les habitudes, les mondes qui nous entouraient, et donc la traduction
l'exigence de clarté et du même, de rendre le même accessible en diverses langues, vient aussi du fait de la mondialisation, en fait, et du fait qu'on sait vraiment, maintenant, enfin, à peu près, comment vivent les autres. Donc, du coup, qu'on veut vraiment savoir ce qui est dit. Oui. Peut-être une objection. Mhm. Tu me diras ce que tu en penses, mais là, je suis en cours de philosophie arabe. Et en gros, on pense au mouvement de traduction. Et certains philosophes arabes ont traduit certains philosophes grecs parce Mhm. qu'en fait, ils venaient des mêmes régions et qui parlaient les mêmes langues, qui parlaient parfois 4 langues différentes, qui sont relatives à plusieurs cultures, etc. Donc peut-être que du coup, ça marche pas forcément de dire que on ne connaissait pas les autres à certaines époques, parce que ça dépend aussi de quel contexte et quels autres, etc. Moi, genre, par exemple, je sais plus comment vivent certaines personnes dans certains quartiers du pays où je vis. Donc, tu vois, peut-être que ça ne marche pas forcément. Et si on a ça mouvement de traduction, tu dirais que c'est pas forcément une traduction du coup. Si. Enfin, je dis que la traduction est née au XXe siècle. Elle est renée au XXe siècle. Peut-être que ce serait plus juste, parce qu'effectivement, il y a quand même toujours eu des mouvements, effectivement, de faire passer d'une culture à l'autre, enfin, d'une langue à l'autre. Mais c'était généralement par des gens assez isolés, en fait, quand même, qui voulaient faire passer, par exemple, la philosophie arabe, qui était quand même très très riche, philosophie grecque qui était très très riche, donc elles devaient communiquer entre elles. Et effectivement, il y a eu des traductions très tôt, enfin, dès qu'il y a eu des langues, dès qu'il y a eu 2 langues différentes, il a fallu qu'il y ait des gens qui parlent les 2 langues et qui puissent traduire effectivement d'un mouvement à un autre. Et sinon, d'ailleurs, comment est-ce qu'on expliquerait toutes les interventions du coup d'une langue à l'autre, toutes les reprises, les réécritures, les influences, si on disait « Ah non, désolé, il n'y a pas eu de traduction avant ». Non, donc c'est très juste ce que tu dis, et d'ailleurs, c'est une influence très forte. Simplement, la traduction en tant que généralisation, vraiment en tant que... Enfin, par exemple, on ne traduisait pas les moindres faits et gestes. Là, du coup, avec l'amoncellement de la littérature que Pierre a décrit hier, et qui d'ailleurs, je trouve ça assez frappant qu'à chaque époque, en fait, on dise il faut qu'on s'arrête d'écrire parce qu'il y a beaucoup trop de livres. Là, vraiment, c'était depuis le XVIIe siècle, il y avait trop de livres. Donc, Mais après, il y a des exemples d'échanges qui passent par la traduction, mais qui sont pratiquement différents. Antoine Galland, Les Mille et Demi, c'est en fait une œuvre qui est aussi bien française qu'arabe, parce qu'Antoine Galland s'inspire de traditions orales arabes dont il avait une vague connaissance de la langue, et du coup il reprend les idées, il les met en français, et on arrive à un mélange quasiment parfait en fait, d'échanges culturels qui donne une œuvre qui est ni tout à fait française, ni tout à fait arabe, qui est supposée être une traduction, mais qui est autre en fait, et qui est unique, quoi. Mais après, en ce qui concerne la philosophie, c'est vrai que là, en termes d'idées, mais quoique, on voit bien que quand on traduit Platon, même en latin au départ, du coup il y a des concepts qui sont plus là, et ce qui fait qu'on a redécouvert ensuite Platon en passant par le grec. C'est là où sur le progrès, est-ce que le progrès c'est la diffusion du texte original, est-ce que c'est une diffusion d'idées, est-ce que c'est la diffusion de la manière dont il écrit, ou est-ce que c'est le progrès se trouve dans comment est-ce qu'on a traduit? Parce que du coup c'est... c'est toute la question, enfin c'est toutes les questions posées par la traduction effectivement, parce que là, dans ce que tu appelais la traduction en bilingue en fait, il y a une traduction aussi qui est donnée dans le texte de Tiffaine Samoyo, qui est donnée pour la traduction ultime, enfin traduction parfaite en fait, et qui n'est pas vraiment une traduction. En fait, c'est la traduction en anglais du texte de... Moi, je dis Paul Celan, mais je sais pas. C'est là, nous, c'est là, je sais pas. Voilà, donc du coup, je laisse parler les experts. Et donc, c'est un texte en anglais, mais qui reprend des mots allemands. Donc là, je ne vous lis pas tout. Je vous lis simplement à partir de la moitié environ. Est-ce que vous parlez tous anglais? Enfin, est-ce que vous comprenez tous l'anglais? Oui. Ouais, pas forcément. Ok, bon. De toute façon, c'est pas vraiment sur l'anglais que ça va faire la différence. C'est vraiment sur la différence entre anglais et allemand.
Parce que là, du coup, on voit que petit à petit, il y a une progression de l'allemand dans le texte anglais. Je vais essayer de la faire sentir le plus possible dans les mots. Mais de toute façon, c'est pas important de comprendre vraiment ce qui est dit. Genre, laissez-vous bercer par le rythme de la langue. Black milk of daybreak, we drink you at night. We drink you at midday and morning. We drink you at evening. We drink and we drink. A man lives in the house. Your goldenes Haar, Marguerite. Your ashenes Haar, Shulamit. He plays with vipers. He shouts, play death. More sweetly death is a master from Deutschland. He shouts, scrape your strings, darker. You'll raise them in smoke to the sky. You'll have a grave then in the clouds. There you won't lie too cramped. Black milk of daybreak, we drink you at night. We drink you at midday. Death is a master aus Deutschland. We drink you at evening and morning. We drink and we drink. This death is ein Meister of aus Deutschland. His eyes, it is blue. He shoots you with shot, made of lead, shoots you level and true. A man lives in the house, your goldenes Haar, Margarete. He looses his hands on us, grants us a grave in the air. He plays with his vipers and daydreams. Der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Den goldenes Haar, Margarete. Den ashenes Haar, Shulamit. Donc on voit très clairement que, alors qu'il part dans l'anglais, en mettant juste Deutschland, tout à coup il y a une phrase effectivement qui revient au début alors en anglais, à la fin complètement en allemand. C'est oui. C'est pas de l'Allemagne, enfin en fait ça va mettre venu d'Allemagne plus aus Deutschland, qui est mieux traduit en anglais qu'en français effectivement, parce qu'en anglais c'est from et ça veut dire vraiment genre qui vient de l'Allemagne, c'est comme aus. Donc du coup là c'est très intéressant parce qu'on voit qu'en fait la traduction elle a pour but de s'abolir elle-même. Et la théorie et la pratique se rejoignent sur ce fait. La traduction a pour but de s'abolir, mais simplement elles le font de manière différente. C'est-à-dire qu'en théorie, dans la théorie de la traduction, effectivement, le but de la traduction, c'est de ne pas être... C'est-à-dire que dans l'idéal, tout le monde parle toutes les langues, en fait. Parce que la traduction, en tant qu'idéal de rendre parfaitement le son et le sens, n'a qu'une seule possibilité, c'est la langue originale. Alors que la traduction en pratique, munie de savoir qu'elle ne pourra jamais être parfaite, a pour but d'être parfaitement abolie dans la mesure où il ne faut pas sentir que c'est une traduction. Du coup, là, on voit les deux idées de progrès qui se détachent littéralement l'une de l'autre, en fait. Et donc, du coup, oui, pour revenir donc à la traduction en tant que progrès, est-ce que quelqu'un a une autre idée sur la traduction en tant que progrès? Est-ce que oui, c'est un progrès? Non, c'est pas un progrès? Oui. J'avais un mot qui m'avait marqué, c'était que un jour j'étais tombé sur ce qu'on appelle la Bible des écrivains, je crois. C'est des écrivains qui sont bien parlés avec des théologues, enfin des traducteurs. Et il y a Carrère qui a parti sur le projet en fait notamment. Et l'idée c'est d'avoir d'une part une sorte de fidélité liée au texte, et puis l'autre un geste d'écrivain catholique qui va donner un style en fait pour reproduire ce qui est dans la Bible initialement, à savoir la Bible c'est pas un seul homme qui l'a écrit, hein, c'est une multitude d'écrivains. Voilà. Donc j'avais le sentiment que ça me donnait accès à la Bible alors que jusqu'à présent je ne l'ai pas lu parce que c'était une manière de mettre en son et en mots la langue qui me semblait détestable. Enfin, donc je connaissais comme étant quelque chose qui n'était pas mon monde. Là tout à coup, puisque j'avais un petite culture gréco-latine, je retrouvais quelque chose d'un peu cellulaire ou rocailleux, sec, quelque chose un peu plus pur, un peu plus cristallin de la langue, notamment dans le Cantique des Cantiques, que je trouve incroyable, cette traduction. Et ça, pour moi, c'était une sorte de geste d'émancipation qui me donnait accès à Puntum, comme disait. Mais c'est très vrai ce que tu dis, et il y a des exemples, par exemple, c'est que, vous savez,
traditionnellement, on parle des épîtres aux Corinthiens. Et en fait, simplement traduire épître par lettre, d'un coup, en fait, on se dégage de toute la gamme du texte un peu vieilli, etc. Et on retrouve en fait un mot simple pour désigner une réalité simple, qui est que Paul, il écrit à des gens pour les convaincre. Mais alors, il y a une autre traduction de la Bible, mais qui est délirante, celle de Chouraki, qui est pour le coup hébreu, qui est juif, et qui va vraiment essayer de creuser l'hébreu archaïque pour rendre une traduction très très poétique, parfois un peu hermétique, mais qui, je sais pas, il y a une forme de magie, quasiment de pouvoir incantatoire de la langue. Et là, on voit que par rapport à un texte comme la Bible, c'est fou, quoi. Mais pour le coup, la Bible, si je ne me trompe pas, c'est en araméen. Alors, dans plein de langues différentes. En grec, en araméen. Il y a forcément une première écriture de la Bible. Non, parce qu'en fait, c'est un patchwork. non. En fait, Le collage du Nouveau Testament est en grec. Et effectivement, l'araméen, qui était donc l'hébreu parlé à l'époque de Jésus, on suppose que c'est là où les paroles, dans cette langue-là que les paroles ont été dites. Mais on On n'a pas d'original. Il y a C'est ça, il y a des assez intéressant. Mais effectivement, quand il y a un mot grec que Jésus aurait dit, parfois on fait des petites notes en disant voilà, en araméen il y avait tel et tel mot, et donc on peut faire une spéculation là-dessus. Donc on sait pas trop lequel il a dit en fait. Voilà. Mais là, c'est pour le coup, c'est un peu comme la traduction de Primo Levi. Primo Levi écrit en italien du coup, pour son texte C'est questo il nuovo. Et en fait, il a traduit en italien des mots qui avaient été prononcés en allemand. Donc c'est assez intéressant d'entendre qu'il dit qu'en fait la traduction allemande est plus fidèle que sa version originale à lui en italien. Parce qu'effectivement, la traduction en allemand, à laquelle il a prêté un soin particulier, dans la mesure où il parle allemand. Et donc, il a pu vraiment vérifier avec son traducteur qui s'appelait Hans Reitz, je crois, du coup, l'exactitude de chaque mot. Mais il a dit que ça devait être une bande-son, comme une bande-son magnétique, en fait, de ce qui s'était passé, ce qui était produit. Je pense qu'il n'avait pas pu rendre lui, parce que sa langue, c'était l'italien, mais qu'il fallait qu'en allemand, en tout cas, ce soit reproduit comme ça. Et donc, c'est assez intéressant, effectivement, dans le principe des différentes versions, de la version originale qui n'existe pas, de se dire qu'en fait, on n'a accès qu'à des traductions, et donc à la fois tout doit être pris au pied de la lettre, et rien ne doit être pris au pied de la lettre. Du coup, il ne faut pas sacraliser le texte.